Bonjour, ici Philippe Meyer. Nous rediffusons aujourd'hui une émission thématique enregistrée avec Jacques Semelin, historien, politologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des processus de résistance civile aux dictatures et qui venait au moment de l'enregistrement de cette émission de publier chez Albin Michel la réponse à une question que lui avait posée Simone Veil en 2008. Comment se fait-il que tant de Juifs ont pu survivre en France malgré le gouvernement de Vichy et les nazis? Une énigme française, pourquoi les trois quarts des Juifs de France n'ont pas été déportés, est une démonstration minutieuse de ce que, si 75% des Juifs français ont échappé à la déportation, ce n'est en rien grâce à Vichy, mais grâce à une combinaison de facteurs dans lesquels entrent notamment l'action de ceux qui ont été baptisés les Justes et les effets de l'intégration sociale des Juifs en France, héritage de la Révolution. J'ajoute que nous enregistrerons et diffuserons en février prochain une émission thématique sur le procès Pétain avec Julian Jackson, dont le livre sur De Gaulle nous avait passionnés et avait donné lieu à un entretien avec lui que vous aviez été nombreux à écouter et à apprécier. C'est à cette occasion que Michel Vinocq fera son entrée dans notre petite compagnie. La semaine prochaine, nous mettrons en ligne pour le dernier jour de cette année du 60e anniversaire de l'assassinat de John Kennedy, une conversation avec deux excellents connaisseurs du dossier, François Dufour et François Carlier. Au-delà du point sur l'état des connaissances de ce qui s'est passé le 22 novembre 1963 à Dallas, ce sera aussi l'occasion de développer quelques réflexions sur le complotisme et sur l'attirance qu'il peut exercer. Notre prochain enregistrement public aura lieu dimanche 7 janvier. Vous pouvez vous inscrire sur notre site. Enfin, n'oubliez pas qu'il vous reste 8 jours pour nous envoyer votre contribution à notre financement. Elle sera déductible de votre revenu de 2023 à hauteur de 66%. Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission thématique qui nous donne l'occasion d'accueillir Jacques Semelin. Jacques Semelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes politologue, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et spécialiste des processus de résistance civile au sein des dictatures, ainsi que de l'analyse des massacres et des génocides. Avec moi pour cette conversation avec vous, Isabelle de Gaulmin, rédactrice en chef du quotidien La Croix, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Nicolas Bavrez, essayiste et avocat. Comment se fait-il que tant de Juifs ont pu survivre en France malgré le gouvernement de Vichy et les nazis, demandait Simone Veil en 2008 à l'historien spécialiste des crimes de masse et de la Shoah que vous êtes, Jacques Semelin. Dans Une énigme française, pourquoi les trois quarts des Juifs en France n'ont pas été déportés, vous expliquez cette exception française et vous tentez de répondre à Simone Veil. Si Serge Klarsfeld a établi que trois quarts des Juifs en France ont échappé à la mort, chiffre exceptionnel en Europe, ça n'est pas l'action des quelques 4000 justes français qui pourrait à elle seule l'expliquer. Pas davantage une imaginaire mansuétude de Vichy. Vous démontrez que ça n'est pas grâce, mais en dépit de Vichy, que la très grande majorité des Juifs en France ont pu survivre. Transformant cette abstraction des 75% en nombre, vous rapportez qu'au moins 200 000 Juifs sont toujours en vie en France à la fin de l'occupation, à l'automne 1944.
Beaucoup se sont dispersés à la campagne, tandis qu'au moins 40 000 sont restés à Paris. Des filières de sauvetage, juives et non juives, ont contribué à sauver environ 10 000 vies, notamment celles d'enfants. Mais l'engagement de ces organisations de résistance ne peut rendre compte de la survie d'au moins 200 000 personnes, soit 65% des juifs étrangers et 90% des juifs français. D'autres explications doivent être trouvées. Sans jamais minimiser l'horreur du crime, vous écrivez votre enquête dans la mémoire des Juifs non déportés, votre analyse des circonstances de l'époque, vous dégagez plusieurs facteurs d'explication, la chronologie de la persécution, les statuts politiques et militaires des territoires, les géographies et cultures des régions, de l'évolution de la guerre et de la situation internationale, l'histoire culturelle et politique de la société française, l'intégration des Israélites à la nation, le rôle de l'école et de la culture républicaine, l'ouverture ou le rejet des étrangers en lien avec les besoins économiques et démographiques du pays, la propagation des idées xénophobes et antisémites, l'influence du christianisme, anti-judaïsme, mais charité, la structure des rapports occupants-occupés, les capacités de réactivité à la persécution des individus stigmatisés comme juifs en fonction de leur nationalité, française ou non, leur âge, leur situation familiale, leurs ressources linguistiques, financières, sociales, la réactivité sociale des populations non juives vis-à-vis des juifs sur les bases de l'intérêt économique et financier ou des ressorts de la compassion, la formation d'une opinion hostile aux opérations les plus brutales de la persécution, arrestation et déportation de juifs apatrides, a provoqué une dissension publique au sein des élites catholiques, par ailleurs favorables à l'État collaborateur dans leur grande majorité, l'influence de cette prise de parole publique sur la politique de collaboration des dirigeants français, la capacité des juifs et des non-juifs à s'organiser collectivement pour créer des réseaux clandestins de résistance civile visant au sauvetage des victimes désignées, en premier lieu des enfants, le développement d'une société parallèle, imbriquée à la société officielle et qui contribue à la protection des pourchassés et des persécutés du régime. De toute cette période, Jacques Semelin, et sur toutes ces questions, quelle vous semble avoir été, et peut-être être encore aujourd'hui, la réalité la plus difficile à faire admettre et reconnaître par l'opinion? Jacques Semelin. Bien, merci d'abord pour votre invitation et merci pour ce résumé succinct mais très précis de mon travail. Alors le principal obstacle, il est dans ce troisième livre d'une certaine manière, puisque j'en ai fait deux autres avant. Alors je me permets de les rappeler. Persécution et entraide dans la France occupée, c'est 2013. C'est un livre de 900 pages que bien des gens n'ont pas lu, mais j'ai quand même eu de belles recensions dans la presse de droite et catholique. Cependant, je considérais que un des aspects les plus essentiels de ce travail, qui était d'ailleurs inscrit sur la 4e de couverture, près de 90% des Juifs français ont survécu à la Shoah, n'a suscité aucun débat dans ce pays. C'était comme si c'était une information inaudible. Et aucun des journaux dont j'ai parlé n'ont d'ailleurs relevé. Alors j'en ai fait un second, qui s'appelle « La survie des Juifs en France », 1940-1944, préfacé par Serge Klarsfeld, qui est paru à CNRS Éditions, et surtout pour viser le public international, parce que je souhaitais que ce livre soit traduit aux États-Unis. J'avais déjà 2 livres traduits aux États-Unis, Sans armes face à Hitler, ma thèse, préfacée par Stanley Hoffman, et Purifier et détruire sur les génocides, préfacée également par Stanley Hoffman. Donc c'était vraiment mon objectif. Et en raccourcissant ces 900 pages, la personne qui m'aidait, je pouvais difficilement le faire tout seul, m'a dit mais il faudrait quand même le faire paraître aussi en français. Donc j'ai fait ça. Recensions quelques-unes dans la presse, mais pas beaucoup. Et en fait, je me heurtais toujours à un mur, ce que j'appelle un mur mémoriel, c'est-à-dire quand je discutais avec des personnes, on va dire, lambda. Ah bon, il y a tant de juifs qui ont survécu en France? Ah bon? Je pensais qu'ils avaient tous été exterminés, sauf une minorité sauvée par des justes. Alors, si vous voulez, les bras m'en tombent, quoi. C'est-à-dire que ça fait des années que je travaillais sur cette question, à la demande de Simone Veil. Et voilà, le travail ne passait pas. Enfin, donc, qu'est-ce qui se passe? Comment le comprendre? Donc, c'est un éditeur d'Albin Michel qui m'a proposé de reprendre l'affaire, et ça m'intéressait.
pour viser un public, disons, plus large, non spécialiste. Et pour ça, il me dit, il faut que vous parliez aux gens, que vous vous impliquiez, enfin que vous disiez « je » dans votre écriture, de telle sorte que vous puissiez les toucher. Donc, l'idée, c'était de faire rentrer le lecteur dans mon atelier de recherche, mon atelier d'historien, à partir de cet entretien avec Simone Veil. Je vous rappelle qu'en 2007, elle avait fait un discours remarqué au Panthéon pour l'entrée des Justes avec Jacques Chirac, et elle avait souligné ce problème du caractère un peu exceptionnel du cas français. Et c'est en 2008 que je la revois, parce que je travaille sur les crimes de masse, elle me dit, bon, voilà. Donc, ça, c'était l'idée de faire entrer le lecteur dans mon atelier de recherche, mais il fallait que j'aie aussi quelqu'un à qui je pouvais, à travers lequel je pouvais me décentrer de mon travail. Et donc, ça a été Laurent Larcher, journaliste à La Croix, que nous connaissions, on se connaissait tous les deux sur les violences extrêmes. Et voilà, ça a été cette aventure que j'ai trouvée formidable. Et avec l'idée de faire rentrer le lecteur justement dans mon itinéraire de chercheur, sans masquer mes difficultés, y compris ma cécité, mais pour lui faire toucher de près cette réalité complexe. Alors, est-ce que j'ai fini ce travail aujourd'hui? Pour moi, oui, c'est mon 3e livre. Je vous assure, je n'en ferai pas un 4e, quoi. J'ai fait le job. Je veux dire, si mes contemporains ne veulent pas le comprendre, la situation française, c'est côté caractère exceptionnel de la situation française, je n'y peux rien. Il faut plus rien faire. C'est-à-dire, il faut voir l'évolution de l'opinion maintenant. Mais ce que je remarque aujourd'hui, c'est quand même, il y a une nouveauté dans la réception de ce livre, y compris, premièrement, dans les milieux que je connais bien, les milieux juifs, qui saluent pour l'essentiel la sortie de ce livre. Et aussi par des réactions de lecteurs mais absolument extraordinaires. Puis je terminerai là-dessus parce que c'est trop. Je me rends compte que c'est déjà trop long. En fait, le premier, objet de ce livre, c'est de montrer la vie, la parole des Juifs non déportés. Ils ont été un peu oubliés, et ces Juifs non déportés, ce sont des Juifs persécutés. Donc, ce que je raconte, c'est leur vie de galère. Elle n'a jamais été rose. D'ailleurs, certains membres de leur famille ont pu être pris, arrêtés, déportés. Et c'est, je crois, là, l'originalité de mon travail. C'est-à-dire faire en sorte que je traduise au quotidien la vie de ces personnes, connues ou pas connues, et je restitue des entretiens que je n'avais pas publiés dans mes livres précédents, souvent très émouvants, de ces conditions de vie souvent très difficiles, et bien sûr, je montre à travers ça combien ils aident, ils pensent aussi aux gestes de complicité qu'ils ont eus dans la population française. Nicolas Bavrez. Il est vrai que donc dans ce livre, vous rappelez les conclusions de vos recherches qui ont été exposées par Philippe Meyer, mais c'est aussi un livre, j'allais dire une enquête sur l'enquête, parce qu'on a effectivement votre cheminement, et c'est d'une certaine manière la généalogie de vos recherches. Et il y a 2 angles qui sont très originaux. Le premier, c'est le choix de l'approche par le bas. C'est une des différences avec Paxton, qui, lui, travaille uniquement sur les archives, et notamment les archives préfectorales. Et puis, et c'est lié, il y a une très grande importance qui est apportée aux entretiens avec les témoins. Et c'est vrai que souvent, pour les historiens, les témoignages sont juste un matériau. Chez vous, vous montrez comment ces témoignages sont aussi des moments d'aiguillage absolument clés de votre travail. L'origine, vous l'avez rappelé, c'est Simone Veil, mais ensuite vous vous rappelez à quel point Serge Klarsfeld ou Stanley Hoffman ou Robert Badinter vous ont aiguillé sur, ou d'ailleurs un certain nombre de témoins de l'époque que vous avez, et à partir desquels vous avez construit votre travail, notamment tous ceux qui vous disent j'ai eu de la chance, et vous essayez de chercher en réalité ce qui est derrière ce mot chance, et qui en réalité n'est évidemment pas le bon mot pour désigner ce qui leur est arrivé. Et donc, je voulais vous interroger un peu là-dessus, et peut-être ce que vous avez évoqué, puisque vous avez dit que, effectivement, vous avez rappelé que
vous êtes victime de cécité. Est-ce que vous pensez que ça a joué un rôle dans cette manière on sent qu'il y a une sensibilité, une compréhension des témoins qui sont assez peu habituels chez les historiens qui, à force d'objectivité, ce que j'ai dit, traitent un peu les témoignages uniquement comme des matériaux. Jacques Semlin. Écoutez, cette question de la cécité, je pense qu'elle joue déjà dans mes entretiens avec Simone Veil, parce qu'elle le savait, je l'avais déjà rencontré plusieurs fois. Je lui avais envoyé mon livre, alors qui remonte à 2007, c'est assez étonnant de coïncidence, J'arrive où je suis étranger, où je raconte ce naufrage. Et elle avait le sentiment que peut-être j'avais une sensibilité qui puisse peut-être approcher plus ce sujet. Je dois vous rappeler que dans une ancienne vie, j'ai été psychologue et je me suis réincarné en historien, mais tout va bien. Hein. Et peut-être que ça joue aussi dans mes entretiens. Parce que mes premiers entretiens que je fais, dont je rapporte, que je rapporte dans le livre, le premier qui s'appelle Adrien Bornstein me dit Monsieur, je veux bien vous recevoir, mais vous savez, moi, j'ai pas grand-chose à vous dire. Ah, alors ce terme, je l'ai entendu plusieurs fois. Et ça voulait dire, je l'ai compris progressivement, j'ai pas été déporté. Donc mon histoire n'est pas intéressante. Et du coup, j'ai creusé ça. Et quand je le voyais, d'autres, la boubine venait et on voyait bien qu'ils avaient eu une vie de galère, quoi. Donc c'est ça qui m'a passionné. Et peut-être que effectivement, ma grande difficulté, c'est de consulter les archives écrites. J'ai quand même un assistant, une assistante, etc. On peut le faire ensemble. Je ne veux pas raconter toute ma technologie d'historien aveugle ou d'intellectuel aveugle, si vous voulez, mais je peux les... Mais c'est quand même une souffrance, vraiment une souffrance profonde pour moi. En revanche, je soutiens qu'à travers cette approche des témoins, ils me parlent de choses qu'on ne va pas trouver dans les archives. On ne va pas trouver dans les archives un gendarme qui va prévenir la veille la famille qu'elle doit être arrêtée. Ça, c'est pas possible. C'est que le témoin qui peut le dire. Vous voyez, on ne va pas avoir dans les archives des petits gestes d'entraide dont le témoin ne sait jamais, que le témoin n'a jamais oublié. Vous voyez, donc cette idée de petits gestes d'entraide qui souvent on attache à mon travail, eh bien c'est à travers ces entretiens que je l'ai découvert. Et donc c'est une sorte de solidarité ordinaire, de solidarité du quotidien dont les témoins parlent. Alors je ne veux pas faire de rapprochement avec Valérie Grossman, n'est-ce pas, Vie et Destin, mais vous savez, vous vous souvenez certainement qu'il parle de la petite bonté. Alors, je n'avais pas du tout en tête, vous voyez, Grossman à l'époque, et bien sûr, il décrit des situations beaucoup plus terribles que ce que nous avons connu en France, malgré tout. Eh bien voilà, c'est ça, c'est cette approche peut-être originale, mais attention, Nicolas Varèse, vous le savez, j'ai la sensibilité des chiffres, j'ai eu comme professeur Pierre Asner, donc faut pas que je vais pas raconter n'importe quoi, et donc je vais aussi faire jouer le quantitatif. Je vais faire jouer aussi, comme Philippe Meyer l'a rappelé, la géographie de la France. Écoutez, est-ce que les Français savent aujourd'hui que la France n'était pas divisée en 2 zones, mais en 6 zones? Personne. Et il faudrait même en rajouter une 7e. Je le signale, c'est-à-dire la formation de la zone interdite des blocos qui vont apparaître en 1942, etc. Ça joue un rôle fondamental dans la survie des Juifs. C'est-à-dire qu'on va pas être que dans l'émotionnel, on va pas être que dans le relationnel, mais on va faire valoir des structures géopolitiques. Les Juifs qui sont au nord de la France, dans le nord Pas-de-Calais, par exemple, qui est dirigé par Bruxelles, avec l'armée allemande, c'est l'état-major européen, ont beaucoup de moins de chances de survie que les Juifs qui sont arrivés à Montpellier ou Marseille. Donc voilà, bon, je vais m'arrêter là, mais c'est une imbrication entre
quand même, aussi, dernier point, c'est pas simplement les entretiens. Je cherche dans les textes de mémoire, comme Annie Kriegel, par exemple, ou d'autres, voire Stanley Hoffmann, ou dans des textes écrits sur le moment, comme ceux de Jacques Belinky, malheureusement, ce journaliste juif russe qui a été arrêté, tout ce qui va être de cette entraide et de la manière dont les Juifs vont aussi se prendre en charge pour s'en sortir. Isabelle de Golbin. Oui, alors d'abord, faut peut-être dire que c'est un livre formidable parce que justement, c'est une sorte de making-of de votre travail. Et du coup, c'est très lisible. On avance avec vous pour essayer de comprendre comment vous avez fait votre travail et les obstacles que vous avez rencontrés. Et moi, ça m'a beaucoup touchée parce que ça m'a rappelé une conversation que j'avais eue avec Lucien Lazare, qui a fait le Dictionnaire des Justes et qui disait ça déjà, qu'il y avait eu quand même des choses intéressantes en France. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, ces gens-là n'ont pas été finalement sauvés parce qu'il y en a eu d'autres, mais plutôt par eux-mêmes. Vous montrez bien que c'est d'abord eux qui se sont sauvés eux-mêmes. Et du coup, vous parlez d'un modèle d'intégration à la française qui aurait mieux marché ou marché différemment de ce qui s'est passé dans d'autres pays d'Europe. Et ça m'intéresse parce que je me suis demandé d'abord si, pour parler de l'Allemagne, les Juifs aussi étaient très intégrés en Allemagne. Alors pourquoi ça n'a pas fait de la même manière, ils n'ont pas pu se protéger de la même manière. Bon, il est vrai que le nazisme est né en Allemagne, mais voilà. Et puis ensuite, est-ce que ce modèle d'intégration, alors vous évoquez l'école républicaine, mais est-ce que c'est pas aussi le fait que on est finalement moins communautariste que d'autres pays? Vous dites qu'il n'y a pas eu de ghetto dans la France occupée. Donc, à quoi est due cette espèce de résilience du modèle français? Alors, si je peux ajouter une question à celle d'Isabelle, est-ce que dans votre travail, il vous est apparu quelque chose qui pourrait nous éclairer sur la différence de la forme d'intégration entre les Juifs en Allemagne et les Juifs en France? Alors, sur ce sujet de l'intégration des Juifs en Allemagne et des Juifs en France, je crains de ne pas être suffisamment compétent. Ça fait partie d'un prolongement possible de ces recherches, à savoir étudier ces modèles d'intégration. Hein. Ça, c'est le point de départ. En revanche, je serais plus à l'aise pour parler des Pays-Bas, en tout cas un petit peu, puisqu'on n'a pas rappelé au début de cette émission, 75% des Juifs des Pays-Bas ont été exterminés. Ça reste toujours, je pense, un traumatisme national. C'est l'inverse de la France. Or, il est intéressant de remarquer que les Juifs hollandais étaient intégrés à la société hollandaise et que le niveau d'antisémitisme dans ce pays était très faible, en fait. Or, mais en même temps, il faut rajouter que ces Juifs hollandais vivaient dans la société hollandaise à travers une sorte de réseau propre, vous voyez, de réseau autonome, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour l'école, Et donc, les liens sociaux entre juifs et non-juifs, de ce point de vue-là, dans la société hollandaise, étaient fort peu développés. En plus, il y a eu le ghetto qui a été créé à Amsterdam. Donc, vous allez avoir aussi ce facteur du ghetto qui n'a pas existé en France. Donc, pour revenir au cas de la France, et ça rejoint mes travaux sur les crimes de masse. Pour moi, si vous voulez, l'enjeu même d'un processus génocidaire va être dans la destruction progressive du lien entre la victime et son environnement social. Voilà, ça a beaucoup été étudié par ailleurs. Ce qui se passe aux Pays-Bas, c'est effectivement cette capacité de disloquer assez vite dans la société néerlandaise, alors qu'il n'y a pas de gouvernement collaborateur. C'est à signaler aussi, c'est un point très important pour expliquer le taux d'extermination des Juifs dans ce pays. Voilà, ils se sont rendus, ils ont été de plus en plus vulnérables, en dépit du fait qu'il y a eu manifestation en leur faveur en février 1941. C'est la première manifestation publique qu'on a connue dans l'Europe nazie en faveur des Juifs. S'agissant du modèle français, effectivement, je fais une distinction considérable entre les Juifs étrangers, c'est-à-dire arrivés en France surtout au milieu des années 30,
la fin des années 30 qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir la nationalité française, et les autres qui sont intégrés depuis longtemps. Alors on peut penser à la famille de Pierre Nora, on peut penser à la famille aussi des Vinal-Naquet et d'autres. Bien, cela peut faire jouer des relations anciennes de socialisation, y compris donc parce qu'ils ont des relations, ils ont des amitiés ou de la famille en zone libre, faire partir leurs enfants en zone libre. Donc ça, c'est un point essentiel de mon travail, c'est-à-dire si les Juifs français ont plus survécu en France, ce n'est absolument pas grâce à Vichy, c'est en raison de l'intégration sociale des Juifs français qui provient de l'héritage de la Révolution française, notamment, de telle sorte que ces Juifs français étaient moins déportables. Mais en final, ils l'ont quand même été, puisqu'il y a 24 500 Juifs français qui ont été exterminés depuis notre pays. Marc-Olivier Padis. Oui, je m'associe d'abord à ce qui a été dit à propos de la construction du livre. C'est tout à fait original et passionnant d'entrer dans l'atelier de l'historien et de voir le livre est en 4 parties, ce qui a initié votre démarche, la restitution des travaux, la réception du livre, les débats que vous avez, et puis les difficultés que vous identifiez sur, disons, la mémoire française. Moi, alors comme on a commencé la discussion sur les obstacles, je voudrais vous interroger à nouveau sur les obstacles que vous identifiez. Sur 2 points en particulier. D'abord, vous insistez beaucoup, à la suite de Serge Klarsfeld d'ailleurs, sur le rôle de l'Église catholique dans l'aide qui a pu être apportée aux Juifs persécutés. Et il me semble que c'est une chose qui fait partie des choses difficiles à entendre ou à faire comprendre dans le débat public, parce que l'Église catholique a aussi un rôle dans un antisémitisme ou un antijudaïsme traditionnel qui a été contesté ensuite à Vatican II, etc. C'est une longue histoire, mais en fait, de renverser ces représentations et de dire si l'Église catholique a eu un rôle important dans même la protestation contre la persécution, il me semble que c'est quelque chose qui effectivement reste difficilement audible. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a un débat complexe sur l'antisémitisme populaire. Est-ce qu'il existe un antisémitisme populaire en France ? Vous mentionnez beaucoup le fait que dans les années 30, c'est plutôt de la xénophobie qui s'exerce à l'encontre des Juifs qui sont réfugiés et qui obtiennent l'asile politique en France, l'asile politique qui sera ensuite détruit par Vichy, ce qui est quelque chose de scandaleux et de complètement inédit et qui a choqué beaucoup les autres pays, en particulier les États-Unis. Mais vous parlez assez peu de cette tradition de l'antisémitisme français qui vient de l'Action française. Je pense par exemple, mais qui est un antisémitisme d'une nature différente, qui n'est pas l'antisémitisme exterminateur du nazisme. Je pense par exemple aux mémoires de Daniel Cordier dans alias Caracalla, où il raconte que quand il a été envoyé pour la première fois en mission en France, puisqu'il était parti à Londres tout de suite, juste après l'appel du 18 juin du général de Gaulle, il revient en France, il est à Paris, il se promène sur les Champs-Élysées et il croise une personne qui porte une étoile juive et il est bouleversé. Alors que, c'est ce qu'il dit, il a été baigné toute son adolescence dans un milieu d'Action française. Il lisait l'Action française et il se considérait lui-même comme un antisémite. Mais un antisémite qui n'avait jamais vu un juif de sa vie. Et donc, ce qui le bouleverse, c'est tout d'un coup de prendre conscience de l'aspect complètement fou et délirant de cette idéologie d'Action française dans laquelle il a baigné jusqu'alors. Et donc, quelle place, à votre avis, on pourrait accorder dans cette réflexion sur l'antisémitisme populaire français à cette tradition d'Action française ? Jacques Semblin. Écoutez, je crois qu'il faudrait une autre émission, parce que là, on est parti pour longtemps. Rassurez-vous, je dis depuis que j'ai commencé à faire de la radio, ça fait un certain temps, la radio, c'est l'école de la frustration. Donc, c'est ça. Donc, que dire d'essentiel en peu de temps ? J'ai quand même commencé par l'antisémitisme,
en revenant sur la question des catholiques après, c'est un débat que j'ai avec Paxton depuis longtemps. L'antisémitisme existe bien en France, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Il a différentes formes, et je crois que vous avez raison de le préciser. Il faut toujours, je pense que c'est pas suffisamment dit d'ailleurs, l'antisémitisme des nazis et l'antisémitisme de Vichy n'est pas le même. L'antisémitisme des nazis est de type éradicateur, l'antisémitisme de Vichy est de type ségrégationniste, en faire des sous-citoyens. D'ailleurs, remarquez que le statut du 3 octobre 1940, moi je l'ai lu en creux. Qu'est-ce qu'on autorise de faire? Il n'y a rien. Tout est marqué. Ils n'ont pas le droit de faire ceci, ils sont exclus, etc. Oui, il y a un seul secteur où il n'y a rien, c'est le secteur primaire, c'est-à-dire de l'agriculture. Donc, ils ont le droit d'aller là. C'est quand même intéressant. Donc, c'est pas... Voilà. Bon. Donc, ça c'est un point essentiel. Ensuite, il y a bien sûr plusieurs types d'antisémitisme. La xénophobie, l'antisémitisme à la Vala, en fait, qui serait lié quand même plus à l'action française. Xavier Vallat, pardon, à l'action française et pas que. On peut peut-être dire aussi que le cardinal Baudrillard... recteur de la Cato, relève aussi de cette catégorie. Enfin, encore, je ne suis pas spécialiste de Baudrillard. Bon, on pourrait en discuter très très longtemps. Après, qu'est-ce que vous appelez antisémitisme? Voilà, ça me semble essentiel. Pour moi, la première définition de l'antisémitisme, c'est de voir le juif comme une catégorie, comme un individu étranger à la nation. Voilà. Alors ça refait les années 30, vous voyez. Bon, c'est pas donc nécessairement la xénophobie. Même si on est intégré, on peut être considéré... Bon, on peut en discuter infiniment. Le débat avec Paxton, sur ce plan, Maurice Paxton, c'est qu'il pense qu'il y a un antisémitisme populaire en France, surtout en 1941, dans leur livre de 83, et que ça va appuyer les déportations, etc. Écoutez, moi, quand je regarde tous les témoins, quand je prends en compte tous les témoignages que j'ai eus, etc., les Juifs, ils vont à la campagne. Il y a les 2/3 des Juifs, je crois que je le montre, 143 000 Juifs en début 43 sont partis en zone sud, donc zone libre. Et bon, c'est là où ils rencontrent la population, etc. Mais la population, elle ne sait même pas ce que c'est qu'un juif. Elle a des représentations abstraites, comme le dit Serge Klarsfeld, avec des doigts tout crochus et tout. Mais les gens qui vous voient en face d'eux, c'est pas du tout ça. Donc vous avez des représentations du juif et vous avez le quotidien de la vie. On les voit comme des étrangers, en supposant parfois qu'ils sont juifs. Donc, on pourrait en discuter. Non, et beaucoup. Ce qui se joue, et ça c'est aussi un point essentiel avec Paxton quand j'en discutais avec lui à New York, et il a finalement reconnu, tout à la fin, qu'est-ce qui compte le plus? C'est ce que les gens croient ou se représentent les Juifs, ou ce qu'ils font au moment donné des grandes rafles de l'été 42. Eh bien, on le sait, c'est documenté par Vichy, les nazis s'en rendent compte aussi, les gens vont les aider. Enfin, des gens. Bien des gens vont les aider. Donc, je reprends les propos d'un prêtre qui s'appelle Christian de Schonac, qui va aider une famille juive à traverser la ligne de démarcation. Il commence par leur dire, vous savez, je ne fais pas confiance aux Juifs, mais je vais vous aider. Donc, il y a une sorte... Pour moi, il y a un tournant là qui va de la stigmatisation à la compassion. Alors, est-ce qu'il va durer après, jusqu'à la fin de la guerre? Beaucoup de travaux montrent que oui. Et j'oubliais de citer le nom de Pierre Laborie qui nous a quittés, qui est pour moi bien plus compétent en plus sur cette question de l'opinion, qui était radicalement en désaccord avec Robert Paxton. Voilà. Alors, je ne sais pas si je peux continuer sur l'Église catholique ou... Oui, allez-y, parce que c'est aussi un des sujets sur lesquels il y a, disons-le, des idées toutes faites. Alors, c'est là où on va toucher la complexité. C'est là où on va toucher... Moi, je suis l'homme de la mesure. C'est-à-dire que, vous savez, bon, je pense gris, donc je vois gris. Voilà, c'est une manière de me définir. Bon. Donc, je vais penser à la fois à la collaboration, l'antisémitisme, etc., et l'entraide. Et vous avez 30 ans de travaux sur l'historiographie de la Shoah qui ne parlent pas de l'entraide, ou fort peu.
Et certains de mes commentateurs disent oui, il parle de l'entraide, mais il oublie les gestes de délation, etc. Mais s'il vous plaît, il faudrait qu'ils regardent toute l'historiographie, en particulier anglo-saxonne, sur ce sujet-là. Donc moi, je veux penser les deux. Et en faisant ça, on va voir tout de suite la posture de l'Église catholique. La posture de l'Église catholique, c'est de soutenir le régime de Vichy. C'est formulé très clairement par le cardinal Gerlier en novembre 1940. Pétain, c'est la France c'est Pétain. Bon, il faudrait beaucoup dire, il y aurait beaucoup à dire sur cette formule. Mais c'est le même Gerlier qui, en août 1942, quand on arrête des enfants dans son diocèse, quand ils sont rassemblés dans un camp en voie pour Drancy à Vénissieux, va s'opposer au préfet Angeli parce que des associations, à la fois juives et chrétiennes d'ailleurs, l'Œuvre de secours aux enfants, l'Amitié chrétienne, la CIMAD, etc., se sont débrouillés pour en faire sortir 108. Et Gerlier dit, vous n'aurez pas les enfants. Bon, et bien ce même Gerlier qui reste pétainiste, va faire un acte de désobéissance, de transgression, parce qu'on s'en prend aux enfants. Vous avez une formule, un texte extraordinaire de François Mauriac, dans ses Cahiers noirs, qui traduit la sensibilité de l'époque. À quelle époque a-t-on vu les enfants arrachés à leur mère, entassés dans des wagons à bestiaux, comme je les ai vus ce matin, par ce sombre matin, à la gare d'Austerlitz. Mauriac traduit la sensibilité de l'époque. Donc, voilà la réponse que je voudrais vous faire. C'est-à-dire, il peut y avoir de l'antisémitisme, il peut y avoir de la collaboration avec Vichy, l'Église est là-dedans. Ils sont très peu à protester, les évêques, à l'été 1943. C'est bien, on aurait préféré qu'il y en a plus, mais en même temps, l'entraide se développe dans ce pays. Et je voudrais terminer par Saliège. Parce que Saliège... C'est-à-dire Saliège qui était archevêque de Toulouse. Voilà. Et j'ai un peu travaillé à Saliège, et je vous dis franchement que je pense que Saliège n'a pas la place qu'il mériterait dans notre mémoire nationale. Pourquoi ? Parce que cet homme, qui est pétainiste, il le reste pétainiste, il est absolument choqué, ému, bouleversé parce qu'on lui dit des scènes de violence dans les camps de Noé et Rézébédou au sein de son diocèse. Il peut presque plus parler, Saliège. Vous savez, il est handicapé. Il va écrire 25 lignes qui vont être l'honneur de la France parce qu'il dit simplement « les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangers sont des femmes, tout n'est pas permis contre eux, contre ces pères et mères de famille. » Et ces 25 lignes dont vous parlez, c'est un mandement, c'est-à-dire un texte envoyé par l'archevêque à toutes les paroisses avec obligation pour le curé de chaque paroisse de lire en chair le texte en question. Voilà. Saliège reste pétainiste. Mais il a ces mots-là qui vont avoir un succès national, puisque Pierre Laborie dit que c'est le texte le plus diffusé par la presse clandestine. International, parce qu'il est repris 2 fois à la BBC. Et aussi international, parce qu'il se retrouve le 9 septembre 1942 dans le New York Times. Voilà. Et Saliège lit les mots, joint les mots à l'action, il ouvre son diocèse en coordination avec l'œuvre de secours aux enfants juifs. Voilà la France. Et vous savez, il y en a un qui ne s'est pas trompé. Ça, je l'ai découvert. Mes contemporains ne le savaient pas, les collègues historiens. De Gaulle a fait le Monseigneur Saliège compagnon de la Libération en 1945. C'est le seul haut prélat catholique qui a eu cette distinction. Et c'est pourquoi je souhaiterais que dans notre pays, on rehausse la mémoire de Saliège, parce qu'il a ces mots simples et forts dans le pire moment que notre pays ait connu, c'est-à-dire l'année 1942. C'est dans l'année 1942 que le maximum de Juifs ont été déportés de France. Donc, vous voyez, je regarde le fait qu'il est aussi pour Pétain. Voilà. Donc, c'est la contradiction de la France, ou le paradoxe. Nicolas Bavrez. Finalement, quand on regarde ces lectures de cette période extrêmement violente, brutale et tragique, c'est vrai qu'on a d'abord eu une lecture « La France, c'est Londres ».
Ensuite, on a une lecture, la France, c'est Vichy. Et puis, ce que vous ouvrez, j'allais dire, vous avez raison de rappeler que l'historien, justement, c'est l'homme de la complexité. Et est-ce que vous pensez que vos livres vont ouvrir finalement un troisième moment où on va sortir du manichéisme et où on s'aperçoit que la France, c'est Londres, la France, c'est Vichy, et que la France, c'est aussi précisément les Français qui étaient partagés entre des sentiments extrêmement divers, et que par ailleurs, l'autre élément de la complexité qui apparaît dans votre livre, c'est qu'évidemment, les gens changent avec la période, et que notamment, il y a le grand moment de bascule avec le pic des déportations, c'est 42, c'est le moment où aussi l'Allemagne paraît triomphante, et qu'évidemment, tant le régime Vichy que les Français bougent, et bougent notamment à partir de Stalingrad, Oui. puis l'Italie qui essaye de sortir de la guerre, et à partir de 43, de plus en plus de gens comprennent que l'Allemagne va finir par perdre. Donc, est-ce que il y a cette complexité, effectivement, des différentes parties de la France qui est dans une situation de guerre civile et d'éclatement y compris avec les zones, et puis la complexité aussi de l'évolution au cours de ces 4 années, qu'on a tendance à considérer comme un bloc, alors que ça n'est pas du tout le cas. Oui, vous avez tout à fait raison, et je vous remercie de le souligner. Si vous voulez, je crois que c'est vous, Philippe Meyer, qui a dit que j'avais une approche par le bas, mais ça ne veut pas dire que j'oublie le contexte national et international. Et effectivement, le contexte national va jouer un rôle considérable dans l'évolution des mentalités. Les Français, dès fin 40, sont déjà anglophiles. Alors, ils sont pour Pétain, mais ils attendent quelque chose, quand même, de l'Angleterre. Enfin, on le sait, c'est admis. Mais après, ils vont se remettre de ce cataclysme de la défaite, et ils vont avoir des gestes d'entraide ou d'aide aussi pour les aviateurs anglo récemment tombés. Je pense à le travail récent de Claire Andrieux qui est remarquable. Donc ça, c'est une chose. Mais il faut prendre aussi en compte le contexte international. Et la chute de l'Italie, par exemple, a été un moment déterminant en fin août 1943, par exemple. Parce qu'il faut savoir que Vichy préparait une loi de dénaturalisation d'une 50 000 juifs pour les livrer aux nazis, qui seraient considérés à ce moment-là comme juifs étrangers. C'était prêt. Il fallait encore le publier. Au dernier moment, ils ne l'ont pas fait parce que l'Italie perdait la guerre. Alors, c'est pas Vichy qui prend cette décision, c'est le contexte international. C'est le contexte international qui va leur faire prendre cette décision. Et donc, c'est là où il faut prendre à la fois tous ces éléments. Et si vous voulez, pour moi, je pense que je suis l'homme de la nuance. Je voudrais être l'homme de la nuance, de la complexité. Je peux oublier des choses, etc. On peut me reprendre. Mais je voudrais penser à la fois la collaboration et ces gestes d'entraide au niveau de la population. Et vous allez le voir d'ailleurs, là je reviens au quotidien, un exemple extraordinaire. Dieulefit, cette commune de la Drôme, on parle souvent du Chambon, on oublie Dieulefit, qui est près de Montélimar, voilà, où on a accueilli beaucoup d'étrangers. Commune protestante. Et catholique, Philippe Meyer. Pierre Vinal-Naquet reconnaît dans Esprit qu'il avait oublié que le directeur du collège de Dieulefit était catholique. En fait, c'est une mixte dans le cas de Dieulefit. Il y a le maire, le colonel Pizot, qui est pétainiste. Il a été nommé par Vichy en 1941, courant 1941. Bien. Mais dans sa mairie, il y a la secrétaire qui s'appelle Jeanne Barnier, qui depuis un moment fait des faux papiers. Vous pensez qu'il ne le sait pas ? C'est bien sûr que si. Bien sûr que si, mais il ne dit rien. Et ça va durer comme ça jusqu'à la fin de l'occupation, alors que Jeanne Barnier a été menacée à un moment et que la situation se dégrade. Bon. Mais pour moi, c'est ça la France, d'une certaine manière. C'est-à-dire, vous avez un officiel qui est pour la légalité de Vichy, et vous avez une jeune femme qui a 24, 25 ans,
qui va continuer à faire des faux papiers, pas simplement pour les Juifs d'ailleurs, pour les maquisards, etc. Mais c'est cette complexité-là qu'il faut faire ressortir. Bon, après, il faudrait parler d'autres facteurs, mais peut-être que ce maire, le colonel Pizot, il n'ose pas intervenir pour virer Jeanne Barnier, parce qu'il y a la résistance communiste qui prend l'importance dans le coin. Qui sait s'il faudrait une mesure de licenciement, s'il n'allait pas avoir des problèmes à la Libération. Voilà, on est dans cette complexité-là. Ces dernières années de la guerre, et d'ailleurs la plus terrible, c'est celle de la guerre civile qui se développe dans ce pays, et avec des trajectoires qui peuvent aller dans un sens ou dans un autre. Des jeunes qui vont rejoindre la milice ou des jeunes qui vont rejoindre la résistance. Enfin, on est dans cette complexité. Et c'est ce que je voudrais rétablir cette complexité quand on parle de l'entraide ou de la déportation des Juifs. Isabelle de Golemin. Oui, alors ce qui est intéressant aussi dans votre travail, c'est que vous montrez la difficulté des actions mémorielles. Parce que finalement, dans ce mur mémoriel que vous invoquez, vous dites on n'arrive pas à avoir une vraie vision de ce qui s'est passé. Il y a deux repentances avec lesquelles vous n'êtes pas tendre. Hein. La repentance des évêques en 97, où vous dites qu'ils ont été trop durs pour eux-mêmes, quelque part, et excessifs. Alors, ceci dit, je l'ai relu, il parle quand même de Saliège et tout, mais c'est vrai que c'est assez terrible. À l'époque, ils étaient plutôt ils s'auto-accusaient. Et puis surtout la repentance de Chirac. Et avec cette fameuse phrase « La France a commis l'irréparable ». Alors ça, c'est intéressant parce que on sent que vous la regrettez, cette phrase, mais vous donnez quand même la parole à des gens qui la justifient. Alors, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Mais là, vous touchez le dernier chapitre, la dernière partie de mon livre, c'est-à-dire déconstruire. Puisque je me heurte sur ce mur mémoriel, c'est-à-dire que les Français n'ont pas encore conscience que les temps de Juifs ont survécu en France, je m'interroge pourquoi. Et je tombe sur ces deux discours, ceux de Chirac et aussi le texte de repentance des évêques, mais pas tous les évêques. Vous savez, ça je l'ai appris récemment. Ça n'est pas un texte de la conférence épiscopale. Non, ils n'ont pas voulu. C'est Lustiger qui a poussé pour qu'il y ait ce texte. Voilà, je vous fais pas dire, c'est ce que j'ai appris. Moi, je connais rien à tout ça. Hein. C'est l'historien qui a bossé pendant 10 ans sur l'entraide, tout ça, qui se dit, mais finalement, il faudrait peut-être que je regarde ces deux textes. Et je ne veux pas porter de jugement définitif, c'est-à-dire que le discours de Chirac, pour moi, il a été important à l'époque. C'était une manière de faire rupture avec Mitterrand. Qui voulait reconnaître pas grand-chose parce qu'il était impliqué à Vichy, puis qu'il était en amitié, n'est-ce pas, avec René Bousquet, etc., etc. Donc, le discours de Chirac est de ce point-là vraiment un tournant mémoriel, c'est important. Il montre la collaboration de Vichy, ça va dans le sens de travaux de Paxton et tout, mais malgré tout, Badinter est vent debout. Parce qu'il ne veut pas cette phrase « La France a commis l'irréparable ». Voilà. Bon, alors, je laisse les lecteurs découvrir notre entretien. Mais c'est lui qui me donne l'idée de rencontrer Christine Albanel, qui est la plume de Chirac. Or, je ne connaissais pas Christine Albanel, elle m'a accepté de me recevoir tout de suite. Et elle a cette phrase incroyable qui finalement, elle dirait peut-être plus « La France a commis l'irréparable ». Alors, je lui donne, je ne porte pas de jugement. En fait, elle serait plus pour Vichy. Vichy a commis l'irréparable. Mais depuis, je pense que finalement, on aurait pu trouver la France de Vichy a commis l'irréparable. Ah, ça, pour moi, cette phrase-là, je rajouterais ce mot-là dans le discours de Chirac que je trouve... Oui. Ça devrait pas mal d'ambiguïté. Absolument. Marc-Olivier Pellissier. Je voudrais rester sur ce sujet, sur le discours de Jacques Chirac, parce que vous l'insérez dans le débat historiographique. Mais il y a aussi un contexte politique. Et moi, je me souviens très bien d'une des dernières participations de François Mitterrand à la commémoration du Veldiv au métro Bir Hakeim, où il vient avec Robert Badinter, et tous les deux sont hués par les gens qui sont présents, et notamment il y a une haie d'honneur qui est faite par des jeunes militants juifs qui reprochent à l'époque à Mitterrand de ne pas accepter, de reconnaître, donc de rester dans le récit gaulliste mis en place par le juriste de Gaulle, René Cassin, que la France est à Londres et qu'elle n'est plus en France. Mais vous imaginez Badinter hué
Omnitro Birakem, en disant vous n'acceptez pas de reconnaître la responsabilité de la France. Et il y a un trauma à l'époque, on découvre la francisque de François Mitterrand, donc il y a une pression politique qui est très très forte à ce moment-là. Et je pense que Jacques Chirac, ce discours, il est aussi un peu de conjoncture politique. Et c'est peut-être pas sa meilleure partie, mais je pense qu'il faut en tenir compte. Ah oui, vous avez tout à fait raison, mais si vous voulez, Chirac, c'est pas du tout la même génération que Mitterrand. Il a 10 ans en 1942, si ma mémoire est bonne. Donc, on pouvait attendre d'un président de la République qu'il ait une parole forte sur cette affaire. Et évidemment, ça le permettait aussi de se démarquer de Mitterrand. Donc, il y a tout ce contexte politique qu'il faut prendre en compte dans le discours de Chirac. Mais les paroles restent de ce discours. À la limite, pour moi, c'est pas... Enfin, la France, comme il est parable, vous voyez, la France de Vichy, bon, oui. Pour moi, la phrase ce qui me pose le plus de problèmes dans ce discours de Chirac, c'est, je la connais par cœur, il y a une faute collective. Non mais attendez, de qui ? Si on montre que la population française a contribué à l'entraide, à la survie des Juifs, etc., alors la faute collective, c'est la bande des trois. C'est Pétain, Bousquet, Laval, d'accord ? Mais vous lisez le texte. Oui, bien sûr, il y a 75% qui ont été sauvés par les Justes, mais c'est totalement abstrait. Donc, cette phrase-là, j'en ai discuté même avec des philosophes, etc., elle est incompréhensible, en fait. Il y a une faute collective. Et ça a contribué à culpabiliser les Français de façon générale et de donner une image de la France comme largement antisémite aux États-Unis, notamment. Et ça des conséquences dans l'école, puisque j'ai fait des entretiens avec quelques élèves aussi, c'est tout à fait artisanal, mais ils se souviennent qu'on leur a parlé du discours de Chirac, qui disent la France a commis l'irréparable, voilà. Et puis on prend éventuellement un ou deux justes pour dire oui, il y en a quand même qui ont les aidés. Donc ils vont avoir une vision culpabilisante de ce pays. Or, moi, j'aimerais qu'on ait une vision plus nuancée. Si vous voulez, une de mes formules favorites, c'est « je voudrais qu'il y ait un traitement équilibré du souvenir ». C'est-à-dire qu'il y ait à la fois la collaboration mais l'entraide, comme le souhaite d'ailleurs Serge Klarsfeld, et aussi qu'on fasse une place, bien sûr, aux morts. Il ne faut jamais oublier les morts, les 75 000 Juifs qui ont été déportés, mais aussi qu'on raconte davantage tous ceux qui ont pu s'en sortir, donc qu'on fasse plus de place à la parole des Juifs persécutés. Et ça pourrait être la même chose pour l'Église catholique. Vous voyez, si je peux, j'ai oublié votre question. Je reviens sur le rôle de l'Église catholique. Écoutez, moi j'ai été surpris dans le débat que j'ai fait avec Serge Klarsfeld au Bernardin, avant ce livre, et il est restitué dans ce livre, que Serge Klarsfeld dise « Notre dette est immense envers l'Église catholique ». Alors là, franchement, j'aurais préféré qu'ils disent « envers les catholiques », pas l'Église. Parce que l'Église institutionnelle, elle est quand même très pro-Pétain, on en a parlé. Les catholiques. Parce que si Klarsfeld est cohérent avec lui-même, c'est-à-dire il dit que les Français ont beaucoup aidé, etc., c'est son discours, c'est ça la rhétorique. Oui, mais les Français, ils sont majoritairement catholiques à l'époque. Donc, voilà. Alors, j'ai beaucoup d'amis protestants, je suis très proche des protestants, l'histoire des protestants et de l'entraide, c'est connu, mais ce livre-là, finalement, contribue, je l'espère, à montrer plus nettement le rôle des catholiques dans l'entraide et le sauvage. Parce qu'ils ne le connaissent pas. J'ai rencontré... Ils ne connaissent pas leur histoire, les catholiques, sur ce plan-là. Vous voyez ? Donc, j'espère qu'ils vont davantage le découvrir. Et si je reviens au discours de repentance, j'aime pas trop ce mot, mais d'évêques de 1997, j'ai un peu des questions aussi, comme pour le discours de Chirac en 1995. Ils sont à 2 ans d'ailleurs l'un de l'autre. Vous l'avez un petit peu évoqué. Le texte dominant, c'est les catholiques n'ont pas parlé. C'est le silence, voilà. Mais il y en a certains qui ont, oui, il y a quelques protestations d'évêques, mais enfin, l'essentiel, c'est que les catholiques n'ont pas parlé. Mais qui a parlé en 1940 ? Personne.
Qui a parlé en 1941 ? Marc Bogner écrit une lettre à Pétain, mais c'est pas public. Comme le dit Klarsfeld dans le débat, ce sont les évêques, certains évêques, qui ne sont pas tous, qui ont pris la parole à l'été 1942, et c'est Saliège, c'est Gerlier, etc. Théas, Monseigneur Théas. Voilà, Théas, n'oublions pas Théas à Montauban. Donc, je serais pour... j'ai aucun... Enfin, je veux dire, j'aimerais que les évêques, aujourd'hui, regardent un peu plus de près cette période. Et je veux dire, peut-être le principal reproche que je pourrais leur faire, si vous voulez, c'est qu'ils ont oublié complètement le travail de Klarsfeld. En 1983, Klarsfeld sort Vichy-Auschwitz. Il y a toute une partie sur le rôle que les protestations de l'Église catholique ont fait sur Vichy, de telle sorte qu'ils freinent les arrestations et les déportations en 1943. OK ? Mais ils auraient pu quand même le signaler. En 1987, il y a plus de 10 ans. C'est comme si ça n'existait pas. Alors Serge, du coup, dans le débat au Bernardin, on a dit, finalement, on ne le savait pas, hein, on a dit la même chose. Ces évêques proposent une vision trop pessimiste de ce qu'a été le conduite des catholiques en France à cette époque, et donc ce texte est, de mon point de vue, excessif. Alors nous sommes malheureusement, j'ai dit que c'était l'école de la frustration, mais entré dans vraiment les toutes dernières minutes pour une dernière question de Nicolas Baffrez. J'avais une question. Vous avez bien montré que, de fait, entre la vérité mémorielle, qui est une vérité politique, et puis la vérité historique, il y a un écart. Et je voulais vous interroger sur, effectivement, est-ce que vous voyez une forme de lien entre ce discours mémoriel qui comporte un certain nombre de fragilités et, pour le coup, ce qu'on voit dans notre société, c'est-à-dire le renouveau de l'antisémitisme, avec des formes qui n'ont évidemment rien à voir avec l'antisémitisme de Vichy des années 30 ou de la fin du 19e siècle. Mais est-ce que pour vous, il peut y avoir est-ce que vous avez une réflexion sur cette coexistence ? Jacques Semelin. Certainement, je dois faire une réponse courte, mais là, on va rejoindre mes travaux sur les crimes de masse, puisqu'on en a un peu parlé. Si vous voulez, je suis pessimiste par nature. On va dire que je pense qu'on n'éradiquera jamais l'antisémitisme, parce qu'il correspond à ce que j'appelle la figure de l'autre en trop. Pour moi, dans les logiques des crimes de masse, il y a deux figures fondamentales, la figure du suspect et la figure de l'autre en trop. L'autre en trop, c'est tout à fait le cas pour la représentation du juif ou la représentation aussi du musulman. Il faut aussi regarder cette réalité. Donc, ces configurations de l'ennemi existent d'autant plus qu'une société est en crise. D'autant plus qu'une société doute de son avenir, de son devenir. Je pense donc qu'on n'arrivera jamais à s'en débarrasser. Il faut être réaliste sur ce plan. Mais ça ne signifie pas qu'on va raconter n'importe quoi sur l'histoire de ce pays, en particulier dans la période de l'occupation, pour affirmer que Vichy a sauvé les Juifs français. Alors, Jacques Semelin, je vous remercie. Je rappelle que votre livre, écrit avec la collaboration de Laurent Larcher, s'appelle « Une énigme française » et qu'il est sous-titré « Pourquoi les 3/4 des Juifs en France n'ont pas été déportés ». Il est publié par Albin Michel. Il y a toujours quelque chose dont on se dit que ce serait bien que ça reste de l'écoute d'une émission. Je pense que votre appel à non pas la réhabilitation, mais à la connaissance de l'attitude du cardinal Saliège, qui n'était d'ailleurs pas encore cardinal à l'époque. Vous disiez tout à l'heure qu'il a été fait compagnon de la Libération après la guerre, mais il a aussi été fait cardinal, ce qui est une des réponses de l'Église. Je crois que ce serait... et la connaissance de ces 25 lignes dont vous parliez est quelque chose de tout à fait important. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faudrait que le cardinal Saliège se retrouve au Panthéon, encore que peut-être qu'il apprécierait la compagnie de Joséphine Baker et de quelques autres, mais pourquoi pas. En tout cas, que d'une manière ou d'une autre, sa propre Église sache faire autre chose que montrer du doigt les péchés qu'elle a commis, tant mieux
qu'elle le fasse et qu'elle se confesse, mais j'ai cru me souvenir que dans la religion catholique, la confession comportait l'absolution et le ferme propos de ne pas recommencer. Et que l'idée de rendre l'hommage qu'il mérite au cardinal Saliège serait pas une inutile. Jacques Semlin. Et on est en 2022, donc on a la possibilité de commémorer le 80e anniversaire de la lettre pastorale de Saliège. Absolument. Je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui en assure le compte-rendu analytique, le compendium, Nicolas Tourneau, qui veille à notre site, Olivier Magloire, qui veille à nos plateformes de financement, Adrien Beccaria et Studio l'Arrière-Boutique, qui nous accueille et nous enregistre, et Nouvelles Écoutes, et Julien Neuville, notre producteur, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.